L'équipe, bienvenue sur Legacy United. Donc, dans cette vidéo, nous allons un peu faire le point. Le point des joueurs prêtés par Manchester United cette saison. Pour rappel, il y a 17 joueurs au total qui est prêté par Manchester United cette saison 2024-2025. Des jeunes joueurs et des joueurs expérimentés. Donc évidemment, nous n'allons pas parler des 17 joueurs, mais j'ai sélectionné quelques-unes que je trouve vraiment intéressantes et on va discuter de cela tous ensemble. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça fait toujours plaisir, non seulement pour le référencement de la chaîne, mais aussi pour le soutien que vous m'apportez. Alors, merci beaucoup. Sur ce, les amis, à tout de suite. Bon visionnage à vous. La famille, bonjour à vous, j'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien. Donc, nouvelle vidéo, nouvel concept. Aujourd'hui, nous allons parler des prêts. Où en est ces joueurs prêtés? Comment ils ont évolué? Évidemment, comme je l'ai dit en introduction, on va pas avoir le temps de discuter de tous les joueurs. Parce qu'il y a quand même 17 joueurs prêtés par Manchester United. Même moi, j'étais pas au courant qu'il y avait 17 au total. Mais il y avait des petits jeunes aussi, dont on connaît pas beaucoup les noms, qui étaient sur la liste. Donc, on va un peu parler de ces 17 joueurs, si je n'oublie pas évidemment. Il y a Rhys Bennett, qui est prêté à Fleetwood Town. Donc, il y a aussi Sonny Alt-Joffrey, qui est prêté à Accrington. James Nolan, qui est prêté à Chardon Calédonien d'Anvers. Il y a aussi Jadon Sancho, qui est prêté à Chelsea. Il y a Tom Miles, qui est prêté à Runcorn Linnet. Il y a aussi Ethan Ennis, qui est prêté à Doncaster Rovers. Il y a aussi Joey Hugill, qui est prêté à Carlisle United. Et par la suite, du coup, il a rejoint Wigan, parce qu'il a connu deux clubs cette saison, en prêt. Évidemment, il y a aussi Ethan Williams, qui est prêté à Cheltenham Town. Excusez-moi si j'ai du mal à prononcer les noms de clubs, les gars. Il y a aussi Jack Kingdon, qui est prêté, du coup, à Rochdale AFC. Il y a Ethan Whitley, qui est prêté à Walsall. Ethan Whitley, d'ailleurs, très très bon joueur, très très bon pépite aussi. Il y a Dan Gore, qui est prêté à Rotterdam, et il a connu beaucoup de blessures aussi cette saison. Il y a Marcus Rashford, qui est prêté à Aston Villa. Lewis Jackson, qui est prêté à Tranmere Rovers. Il y a Sam Matters, qui est prêté dans le même club que Lewis Jackson, du coup. Tyrell Malacia, qui est prêté à PSV Eindhoven. Anthony, qui est prêté au Betis. Et aussi, il y a Vitek, le héros du prépa d'avant-saison, qui est prêté du coup en Autriche. Je ne me rappelle plus exactement du club, mais il est prêté en Autriche. Donc, évidemment, nous n'allons pas parler de tous ces joueurs-là. J'en ai sélectionné 8 joueurs, il me semble. Et on va en discuter de ces joueurs-là tous ensemble. Donc, quand je dis qu'on va discuter du joueur, on va un peu faire le bilan de sa saison. C'est-à-dire, il a disputé combien de matchs, il a marqué combien de buts, il a délivré combien de passes décisives, ce genre de stats. Nous allons aussi parler un peu du développement du joueur. Et qu'est-ce que Manchester United doit faire pour la suite, justement, pour ces joueurs-là? Est-ce qu'on doit les reprêter ou bien est-ce qu'on doit le garder avec nous pour la saison prochaine, c'est-à-dire dans l'effectif? Est-ce qu'ils vont avoir du temps de jeu avec Manchester United? Parce que si ce n'est pas le cas, vaut mieux le reprêter pour que les joueurs, justement, se développent encore un peu plus. Donc, on va un peu discuter de tout cela. Donc, on va commencer par notre cher ami Marcus Rashford, qui est prêté du coup du côté de Aston Villa. Et il est en train de connaître un très très bon prêt. Parce qu'il est prolifique avec Aston Villa, il a retrouvé ses sensations et du coup les stats parlent un peu pour lui parce que en première ligue, il a disputé 10 matchs pour 2 buts, 2 passes décisives et en Ligue des Champions, 4 matchs pour 2 passes décisives.
Certes, c'est pas encore le grand Marcus Rashford, mais on voit du côté d'Aston Villa un Rashford qui fait beaucoup de courses, beaucoup de pressing, beaucoup de courses défensives. Donc, il est en train de retrouver la forme. Donc, le fanbase commence à être partagé dessus. Il y a d'autres qui réclament le retour de Marcus Rashford et d'autre part, une autre partie du fanbase qui dit non, vaut mieux se séparer de Marcus Rashford. Donc, quel est mon avis là-dessus? Marcus Rashford, c'est un joueur que j'ai bien aimé. Je l'ai adoré. Et pourquoi? Parce que le Marcus Rashford, il était un peu le seul qui portait Manchester United offensivement. Mais depuis sa blessure au dos, il me semble, du temps de Ole Gunnar Solskjaer, le joueur, il n'a pas su retrouver son plus haut niveau. Donc, évidemment, il y a une faute, une part de responsabilité du club, parce qu'il n'a pas su encadrer l'ego du joueur. Parce que le joueur, il s'est cru tout permis. Il a cru qu'il était clairement au-dessus du club. En même temps, le charge qu'il avait sur ses épaules alors qu'il était encore en plein développement. Donc, finalement, Marcus Rashford, c'était un espoir qui n'a pas vraiment connu un très très grande carrière. Certes, il a marqué un peu l'histoire de Manchester United parce que c'était un peu le joueur qui nous portait. Évidemment, c'est pas un joueur qui a gagné la Première Ligue, c'est pas un joueur qui a gagné la Ligue des Champions, mais je dis cela, il a un peu marqué l'histoire parce que c'était un peu le joueur qui, dans les moments difficiles, sur qui on comptait beaucoup. Parce que il fallait absolument un Marcus Rashford en forme, parce qu'il avait les stats qui parlaient pour lui. Donc dans ces périodes difficiles, il y avait Marcus Rashford qui était bon. Mais comme je l'ai dit par la suite, il s'est cru au-dessus du club. Donc il se permettait d'être absent pendant l'entraînement. La veille d'un match, il est en boîte de nuit, il est en soirée. Donc il n'est pas en forme le jour du match. Donc on a connu ce genre de choses-là. Donc même Ole Gunnar Solskjaer à l'époque a précisé qu'il fallait que Marcus Rashford se concentre sur le championnat, sur son football, que de faire des choses, que se concentrer sur des choses extra sportives. Donc voilà, grosso modo, voilà qui est Marcus Rashford. Pour ce qui est de ma part, Marcus Rashford, encore une fois, comme je l'ai dit, c'est un joueur que j'ai aimé. Mais Manchester United prépare un changement d'air, une nouvelle ère. D'où l'arrivée de Ruben Amorim. Et pour ce qui est de ma part, Rashford fait partie de ces joueurs qui doivent quitter Manchester United. Donc, même s'il fait un très très bon prêt, moi j'espère vraiment que Aston Villa va activer la clause où il part au FC Barcelone. Parce que non seulement Manchester United a besoin d'une nouvelle ère, mais aussi le joueur pour relancer sa carrière, etc. Donc voilà. Pour ce qui est de ma part, Marcus Rashford doit partir. Donc voilà tout ce qui est pour Marcus Rashford. Et aussi, il ne faut pas oublier que gros salaire du club, et ça peut nous apporter beaucoup d'argent à Marcus Rashford. Ça peut nous rapporter, sa clause, je pense, il est de 45 millions d'euros. Et vu qu'on a besoin d'argent pour mieux construire cette équipe de Manchester, voilà une source de revenus sûrs. Donc, deuxième joueur, on va parler de notre cher ami Anthony la Toupie. Donc, Anthony, pareil, on l'a acheté très 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 cher pour son niveau. Déjà à l'époque où, à l'époque où on a décidé de mettre 100 millions sur Anthony, moi j'étais pas chaud. Honnêtement, j'étais pas chaud pour recruter Anthony. Pour moi à l'époque, c'était Mohamed Kudus qu'il fallait recruter. Mais bon, Manchester United voulait un ailier percutant, dribbleur. Donc, Erik ten Hag voulait Anthony. On a mis 100 millions sur le joueur. Sauf que le joueur a connu sa première saison là. On a vu du bon et du mauvais. C'est-à-dire, il nous a quand même sauvé à plusieurs reprises, notamment ce but qu'il a mis face au FC Barcelone, magnifique. Ça, je l'oublierai jamais. Mais il était trop irrégulier en fait.
On a acheté Anthony pourquoi? Pour justement le côté percussion, dribble. Sauf que ce qu'il faisait à Manchester United, c'est qu'il ralentissait l'attaque. Il avait tendance à revenir sur son pied gauche. Et au bout d'un moment, les défenseurs commençaient à comprendre comment défendre sur Anthony. Donc voilà. Par contre, lors de son passage là à Betis Séville, il connaît un très très bon prix. Parce que 13 matchs disputés pour 4 buts et 2 passes décisifs. Et chaque match, il est toujours bon. C'est ça qui est bien. Ce que j'espérais quand il partait en prêt au Betis, c'est que justement, il va retrouver le niveau. Il va faire un très bon prêt pour ouvrir la porte à d'autres clubs pour le recruter. Quelque chose qu'il avait fait. Parce que là, maintenant, on parle de Atlético Madrid qui est intéressé par le joueur et qui s'est renseigné pour le recruter. Et on connaît aussi le prix demandé par Manchester United qui est environ entre 40 et 50 millions d'euros. Donc pour ce qui est de ma part, pareil, Anthony doit partir. Il doit faire ses bagages, peut-être au Betis Séville, peut-être qu'il va rester là-bas, peut-être il va partir au Atlético Madrid. Mais en tout cas, c'est pas les prétendants qui manquent. Gros salaire aussi. Et ça va nous rapporter une bonne somme pour pouvoir recruter, comme Marcus Rashford. Donc, on continue. Troisième sur la liste, c'est toujours un indésirable. Tyrell Malacia. Donc, première saison, je le trouvais intéressant pour un doublure de Luke Shaw, hein, pour sa première saison. Mais après, pour des raisons inconnues, enfin, pour moi du moins, j'étais pas au courant qu'il était blessé. À chaque fois, je vais me demander, il est où Malacia? Au bout de un mois, il me semble, pendant un mois, j'ai pas vu Malacia et c'est là que je commençais à me poser beaucoup de questions et j'ai fait mes recherches. Et là, je me suis rendu compte qu'il était blessé. Une blessure qui l'a éloigné du terrain pendant un certain temps, beaucoup de temps, parce qu'à chaque fois, il rechutait et ça l'a écarté beaucoup de temps. Et justement, après cette blessure-là, le joueur, il a eu du mal à retrouver son plus haut niveau. Et on a vu ça pendant les matchs avec Ruben Amorim. Il s'est fait bouffer sur la vitesse. Le Malacia de la première saison, tu le prenais pas en vitesse, les gars, parce qu'il était rapide. Mais voilà. Donc, juste derrière, mercato hivernal, Manchester United décide de le prêter avec option d'achat au PSV. Et là-bas, pareil. Pareil, là-bas, il est mauvais. Il a disputé 7 matchs de Eurodivisie, 3 matchs de Ligue des Champions et un match de coupe. Mais au final, 0 passe décisive, 0 but. Mais au-delà de cela, en fait, même là-bas, il se fait bouffer dans les duels. Donc, c'est plus le Malacia qu'on a connu. Ce qui fait que PSV veut pas garder le joueur. Donc, il va retourner à Manchester United. Par contre, c'est là qu'il faut qu'on est bon, parce qu'il faut trouver une porte de sortie pour Malacia, parce que ça fait partie des joueurs que moi, je ne vais pas garder. Il faut qu'il parte. Peut-être en prêt, encore une fois, ou l'idéal, c'est de pouvoir le vendre. Non seulement on va libérer le salaire du joueur, mais ça va nous rapporter un petit, je pense, vers les 15 millions pour le joueur. Et aussi parce que sur le poste, on est assez fourni. Il y a Patrick Dorgu, il y a Harry Hamas, et n'oubliez pas, hein, il y a Diego León, le petit jeune qui va nous rejoindre à la fin de l'année, à la fin de la saison. Donc, il y a aussi Luke Shaw. Pour ce qui est de ma part, je vois pas pourquoi on doit garder Malacia. Pour moi, il doit partir. Donc, voilà. Ensuite, nous allons parler de Dangor, un joueur que j'adore. Il a disputé un match, il me semble, avec Manchester United. Et pendant ce match-là, il était bon. Un joueur qui a la dalle. C'est vraiment le petit pitbull. Il me fait un peu penser au Gavi du FC Barcelone. C'est le joueur qui va toujours aller dans les duels, mais surtout, il est bon dans la relance. Et pour moi, c'était lui qui devait jouer. On devait le garder cette saison.
Mais le problème en fait de Dangor, c'est un joueur fragile qui se blesse beaucoup. Et c'est un peu ça qui l'a freiné aussi cette saison pendant ses prêts. C'est qu'il a connu une grosse blessure. Je pense que cette saison, il a connu deux prêts. Un à Porte Valley et un où il est maintenant Rotterdam. Où il s'est blessé, il est revenu à Manchester United pour récupérer. Et là, il va retourner là-bas pour disputer les 2 derniers matchs de la saison. Donc, pour ce qui est de ma part, Dangor, je pense qu'on doit le prêter pour la saison prochaine, pour qu'il a du temps de jeu. Parce que sur le poste, justement, on a Sekou Kone, un joueur qui se blesse pas beaucoup. Donc, je pense qu'on doit le reprêter Dangor. Et cette fois-ci, j'espère pour lui qu'il va pas se blesser. Et qu'il va pouvoir enchaîner, faire une saison pleine. Et sur cette saison-là, c'est-à-dire la saison 2025-2026, c'est là que je vais le juger si on doit le garder ou si on doit le vendre. Mais voilà, pour moi, Dangor, il doit repartir en prêt pour l'année prochaine. Évidemment, il doit être présent avec nous en prépa d'avant-saison. Peut-être qu'il va nous choquer. Peut-être qu'il va choquer Ruben Amorim. Et que Ruben Amorim va décider de le garder. Mais voilà. Ensuite, on va parler de Ethan Whitley. Il a disputé quelques matchs l'année dernière avec Manchester United. C'est un joueur vraiment, c'est un attaquant prolifique, c'est un joueur vraiment bon, surtout dans l'académie de Manchester United l'année dernière. Il a marché sur l'eau. C'est vraiment un très très bon gamin. Et notamment quand on l'a fait jouer en pro, on a vu quelques actions où il montrait que il a vraiment beaucoup de talent. Mais voilà. Pour ce qui est de ma part, Whitley doit repartir en prêt pour l'année prochaine. Parce que cette saison, c'est pas dingue. Parce qu'il a disputé que 4 matchs avec son équipe Walsall. Donc j'espère que cette fois-ci, on va trouver un club qui peut nous garantir beaucoup de temps de jeu pour Ethan Whitley, pour qu'il puisse se développer, pour qu'il puisse gagner en physique. Et après, pareil comme Dangor, après il revient à Manchester United, on va analyser sa saison 2025-2026 et on va voir si il doit rester dans le groupe ou être vendu ou reprêté derrière. Tout cela, on verra ça l'année prochaine pour Ethan Whitley. Et d'ailleurs, Ethan Whitley, c'est un joueur que j'adore, que j'ai bien aimé. Mais voilà, il n'a pas réussi son prêt cette saison. C'est ça qui me gêne un peu. Ensuite, on va enchaîner avec un autre jeune qu'on a prêté, Joey Hugill. Joey Hugill, il a connu 2 prêts cette saison. Mais d'abord, on va revenir sur la pré-saison qu'il a eue avec Manchester United. C'était un très très bon pré-saison. Et notamment, il me semble, il a marqué. Et il a précisé que, justement, Ruud van Nistelrooy l'a aidé dans sa manière de se déplacer, de finir les actions. Parce que le but qu'il a mis en pré-saison, c'était magnifique. Et derrière, on a décidé de le prêter pour qu'il poursuive un peu son développement, parce qu'on voit un peu Joey Hugill un gringalet. Il n'a pas beaucoup de muscles. Et évidemment, ces prêts-là, je trouve que c'est bénéfique pour le joueur. Parce que comme je l'ai dit, il a connu 2 prêts. Le premier, d'abord, première partie de la saison, il était à Wigan, où il a disputé 13 matchs et il a claqué 3 buts. Et du coup, en Ligue Trophy, il a disputé 3 matchs, 2 buts, 1 passe décisive. Et en League Cup, il a joué 1 match. 0 but, 0 passe décisive. Je trouve que le stade qu'il avait justement à Wigan, c'est... Non seulement il a eu beaucoup de temps de jeu, mais il a aussi marqué quelques buts par là, quelques buts par-ci, quelques buts par-là. Donc voilà, pour moi, je trouve que le prêt de Joey Hugill, c'est vraiment une réussite. Parce que le joueur aussi s'est un peu développé physiquement, et même dans sa manière de jouer. On a déjà vu ça à Joey Hugill qui part vraiment pressé, qui sait plutôt bien utiliser la balle, qui a une bonne finition, et évidemment, c'est un talent évidemment à développer les gars. Donc, je trouve que le prêt qu'il a eu à Wigan, je trouve que c'était intéressant. Et justement,
Il a connu un deuxième prêt pour l'autre moitié de la saison, qui est à Carlist. Et à Carlist, pareil, il a eu beaucoup de temps de jeu. Il a disputé 17 matchs pour 2 buts seulement. Donc, qu'est-ce que moi je ferais avec Joey Hugill? Pour moi, Joey Hugill, il est temps pour lui, parce qu'il a connu, je pense, 2 saisons de suite où il était prêté. Je pense qu'il est enfin temps pour lui d'intégrer l'équipe de Manchester United. Pourquoi je dis cela? Parce que le départ de Rasmus Højlund est pressenti côté Manchester United. Donc là, on parle de clubs italiens qui est venu au renseignement, comme l'Inter, le Napoli et même Juventus de Turin, qui est vraiment intéressé par le joueur. Donc j'imagine qu'il va y avoir une offre, parce que Manchester United l'a précisé. Si on achète un numéro 9, forcément il y a un numéro 9 de l'effectif qui va partir. Et pour moi, c'est Rasmus Højlund. Ce qui va nous faire qu'on va recruter un attaquant qui va être titulaire. On parle beaucoup de Liam Delap, de Osimhen. Donc ça sera un des deux. Et juste derrière, en rotation, parce que pour moi, Zirkzee, c'est pas un numéro 9. Matheus Cunha, qui n'est pas encore joueur de Manchester United, n'est pas un numéro 9, c'est des numéros 10. Juste derrière, on n'a que Obishido, qui pourrait remplacer du coup l'attaquant titulaire. Et pour moi, Joey Hugill pourrait rentrer dans la rotation, parce qu'il a beaucoup plus d'expérience qu'un Obishido, et je pense que cette saison, il a passé un cap. Donc il est temps qu'il joue dans cette équipe de Manchester United. Mais ça, on va le savoir pendant encore une fois, pendant le préparation d'avant-saison. Parce que là, j'imagine qu'il va y avoir Ethan Whitley, Obishido, évidemment Joey Hugill qui va être en concurrence, et c'est à Ruben Amorim de trancher. Pour ce qui est sûr, c'est que Obishido, il va rester, mais ça sera qui du coup le troisième attaquant de Manchester United? Donc pourquoi pas Joey Hugill, que je trouve vraiment intéressant. Donc voilà. Il faut aussi se rappeler d'une chose, les gars, c'est que Carlist, c'est une équipe avant-dernière de son championnat. Ce qui montre que c'est une équipe qui ne marque pas beaucoup de buts cette saison. C'est une équipe qui n'est pas forte. Donc c'est une équipe aussi qui ne sert pas beaucoup d'attaquants. Donc les stats, c'est normal qu'il l'a mis, parce que c'est une équipe qui a tendance à beaucoup défendre lors d'un match. Donc c'est tout à fait normal le stade qu'il a eu. L'essentiel, c'est que il a disputé beaucoup de matchs lors de son passage. Je pense il a quasiment disputé tous les matchs avec Carlist. Donc ça, c'est intéressant. Et justement, c'est pour ça qu'on a arrêté le prêt avec Wigan, parce que le joueur, Manchester United voulait que le joueur, il dispute beaucoup de matchs. Donc voilà. Donc on va enchaîner direct sur le dernier joueur que j'ai décidé de sélectionner dans cette liste. Je vais parler de Vitek, le Tchèque. Donc c'est un gardien très intéressant. D'ailleurs, il l'a prouvé pendant la pré-saison l'année dernière. Enfin, pendant la pré-saison, du coup. Et où il a fait un gros match. C'était lui le héros. Je me rappelle plus, c'était qui? Rosenborg, il me semble, l'équipe. Donc, il était costaud dans ce match-là. Il était solide. Il avait fait beaucoup d'arrêts réflexes. C'était lui le héros du match. Donc... Et derrière, on a décidé de le prêter justement en Autriche. Et juste derrière, cette saison, il a disputé beaucoup de matchs justement avec cette équipe autrichienne. Parce qu'il a quand même disputé 23 matchs en tant que titulaire. Il a concédé certes beaucoup de buts, 29 buts. Mais il a réalisé 6 clean sheets. Donc il est temps aussi pour Manchester United de prendre une décision sur ce joueur-là. Pour ce qui est de ma part... Parce qu'on va avoir le départ de Eton pendant ce mercato estival et potentiellement un départ de Onana ou de Bayamir. Donc au lieu de chercher un numéro 3 sur la liste, pour moi, Vitek, il doit intégrer le groupe. Il est temps pour lui d'intégrer le groupe. Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. On a un très bon gardien de but parmi les jeunes. Il faut le tester.
J'espère que Ruben Amorim va le tester pendant la pré-saison. Parce que pour ce qui est de ma part, il est temps qu'on prenne une vraie décision concernant ce joueur-là. Parce que ce joueur-là, il a du talent, les gars. Et ça, déjà, certes, je ne l'ai pas souligné dans les vidéos, parce qu'à l'époque, je ne faisais pas encore de vidéos YouTube. Mais pendant la pré-saison, je l'ai souligné à plusieurs reprises avec mes potes. J'ai dit, non, lui là, il faut le garder. Donc voilà. Là, je pense que Manchester United veut acheter un gardien de but numéro 1. Très bien. Donc, si on achète un gardien de but numéro 1, on n'est même pas sûr de garder, que ce soit Bayendir ou même Eaton qui est sûr qu'il va partir. Pour ce qui est de ma part, même Vitek peut être le numéro 2 de Manchester United l'année prochaine. Si on a un bon gardien numéro 1. Vitek, pour moi, il peut être le doublure. Au lieu d'aller chercher, recruter, sachant qu'on n'a pas beaucoup de budget. Et surtout, c'est un jeune de l'académie. Il n'a pas un gros salaire. Et surtout, il est bon. Donc, pour moi, il est temps qu'on lui offre sa chance. Donc, pour moi, lui, il reste. Donc, voilà. J'ai fait tout le tour. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, les amis, prenez soin de vous. La paix sur vous. Ciao, ciao.